Bonjour à tous et toutes. Je voudrais aussi commencer avec mes remerciements chaleureux. Oui. Les gens d'Antims ne le voient pas. Oui. Les gens d'Antims ne le voient pas. C'est bizarre. C'est normal qu'on voit aussi des... Ah oui. Voilà. OK, donc à mon tour, je voudrais aussi remercier chaleureusement les femmes, surtout qui ont rendu possible cette journée. Letty Babin en premier pour tes encouragements téléphoniques, tous les appels que nous avons eus. Et aussi Brenda pour ta ténacité dans les conversations qu'on a déjà eues. Yasmina Ziane pour la qualité exceptionnelle de l'organisation de cette journée. Mais aussi merci à Patrick, évidemment, pour faciliter et pour l'introduction assez importante. On a eu même le même idée, mais ça, vous allez voir lors de la présentation. Et aussi, merci à toutes les personnes présentes aujourd'hui. C'est un réel plaisir, mais aussi une responsabilité importante de partager ici une réflexion sur un sujet longtemps resté en marge, voire silencieux, dans les institutions belges. Moi-même, je suis Lise Busle, comme déjà été dit, anthropologue, historienne de formation, et mon intérêt pour cette question remonte à mon mémoire de master en histoire en 2010, où j'ai entendu pour la première fois qu'il y avait aussi des dépouilles dans les collections de Tervuren. Mais c'est surtout entre 2019 et 2022, dans le cadre du projet fédéral Home, déjà mentionné par Patrick, que j'ai commencé à saisir l'ampleur de ces collections, des dépouilles humaines à Tervuren. Et aujourd'hui, je poursuis ce travail dans le cadre d'un doctorat qui repose sur une étude de cas que j'évoquerai brièvement lors de la présentation. Dans cette présentation, j'utiliserai volontairement le terme dépouille plutôt que reste humain. Ce choix n'est pas neutre, comme ça a été déjà évoqué aussi par Maman Letty. Il rappelle qu'il ne s'agit pas uniquement d'objets scientifiques ou des collections, mais des personnes, des histoires et des relations qui ont été traversées par différentes formes de violence coloniale. Mes recherches entre les archives et les différents terrains en Belgique et en RDC m'ont conduite à dépasser une approche centrée uniquement sur l'identification, la provenance ou la cartographie. Ce que le terrain m'a surtout montré, c'est la nécessité de construire des ponts, de construire des liens entre le passé et le présent, entre les archives, les mémoires orales, entre les institutions et les communautés, entre les différentes disciplines et acteurs impliqués ici en Belgique et au Congo, et surtout sur un pied d'égalité. Il ne s'agit pas d'opposer une Europe écrite à une Afrique orale non plus, mais de reconnaître la coexistence de savoirs multiples, parfois complémentaires, parfois contradictoires. Et c'est cette pluralité qui me semble très importante pour mieux comprendre les différentes faces des violences coloniales, mais aussi leurs héritages et l'impact aujourd'hui. Cette présentation défend donc une approche plutôt relationnelle, une approche qui ne se limite pas aux dépouilles même, mais qui met en avant les relations, les mémoires et les héritages qui entourent ces personnes. La présentation se structure en 3 temps. Tout d'abord, je vais parler des collections d'anatomie anthropologique, leur étendue, leur répartition géographique et la logique de centralisation derrière ces collections. Ensuite, je vais parler des études de cas permettant d'analyser les différentes trajectoires de manière un peu plus transversale, sans être exhaustif parce que je souhaite vraiment encore retenir votre attention jusqu'à la fin de cette présentation. Et finalement, je souhaite également partager dans une dernière partie une réflexion un peu plus critique sur les politiques institutionnelles et les débats récents. Et c'est en fait, ça rejoint un peu l'introduction de Patrick Semal pour ouvrir à une approche plus relationnelle en conclusion.
Les collections AA ont été constituées au musée Tervuren entre la fin du 19e siècle et 1960. Plus précisément, les premières crânes se trouvaient au ministère des colonies, à la place royale, ici à Bruxelles. Cependant, les premiers prélèvements des dépouilles commencent bien avant, comme Patrick a déjà soulevé dans les années 1880, lors des expéditions militaires. À ce stade, il s'agit moins d'une collecte organisée que des pratiques liées à la violence des guerres où la prise de crâne s'inscrit souvent dans une logique de trophée. La première entrée officielle des collections AA est consignée en 1897 dans le manuscrit du registre général des collections AA, ce que vous voyez ici à l'écran. Elle compte 566 entrées dans le registre historique et après l'indépendance du Congo, elles sont progressivement reconfigurées dans un processus peu documenté, mais inscrit dans 2 transformations majeures que je tiens à noter. Premier contexte, c'est la remise en question progressive de l'anthropométrie et des classifications raciales. Dès le début du XXe siècle, des anthropologues comme Franz Boas contestent en fait le déterminisme biologique et l'idée des catégories raciales fixes. C'est après 1945 que cette critique se renforce à la suite des crimes nazis, provoquant vraiment une rupture plus large avec les sciences raciales. Un deuxième contexte important, c'est la bascule politique de 1960, évidemment l'indépendance du Congo. Dans les marges de la table ronde, des demandes de restitution émergent déjà, notamment à travers les pamphlets du parti Abaco sous le lead de Joseph Kasavubu. Mais elles concernent surtout les objets culturels, le retour du patrimoine culturel. Les dépouilles restent largement invisibilisées. Ces transformations ne font pas disparaître ces collections en soi, mais elles fragilisent progressivement leur place scientifique et politique à Tervuren. Les collections perdent en fait leur fonction initiale. Et en 1964, leur transfert de Tervuren vers l'Institut royal des sciences naturelles de Bruxelles est acté par arrêté royal. Et ils sont encore conservés aujourd'hui dans ce bâtiment même. Cette slide nous montre la concentration des collections AA sur le Congo. On compte environ 415 dépouilles et 154 moulages. Le Rwanda constitue un second ensemble important avec environ 140 entrées estimées. 19 inscrits et à la fin, il y a encore une inscription, une seule entrée qui parle de 119 dépouilles qui ont été inscrites comme dans l'inventaire et proviennent d'une fouille archéologique organisée par Jacques Nankin en 1960. Ça montre aussi que les recherches archéologiques belges ou les recherches belges plus larges ne s'arrêtent pas brusquement avec l'indépendance. Certaines missions et dynamiques scientifiques se poursuivent encore après l'indépendance. Les autres dépouilles enlevées sont dispersées entre plusieurs pays africains, à l'exception d'un crâne provenant d'Allemagne, dont je n'ai pas encore pu déterminer la raison pour sa présence dans ces collections et l'origine. Ce qui est surtout important, c'est que ces collections ne sont pas neutres ni globales ou mondiales. Les chiffres illustrent que leur organisation est fortement influencée par l'héritage de l'espace colonial belge. Les cartes à l'écran montrent une dispersion très étendue sur le territoire congolais. À gauche, vous pouvez voir une carte de l'Afrique centrale qui montre comment d'autres sous-collections de restes humains provenant des collections AA ont été retirées des pays situés à proximité ou dans l'environ de Congo. Et à droite, j'ai superposé les 26 provinces actuelles au découpage colonial pour montrer la dispersion à travers plusieurs couches géographiques, du Bas-Congo au Kivu, de l'Équateur à l'Ituri jusqu'au Katanga. Ces collectes s'inscrivent dans plusieurs phases de la colonisation. D'abord, la conquête territoriale et la violence de l'occupation. Ensuite, la stabilisation et l'ancrage progressif de l'appareil colonial. Et à chaque étape, en fait, les profils impliqués se diversifient. Aux militaires de la conquête s'ajoutent progressivement les agents territoriaux, les médecins et les personnels médicaux, les missionnaires et les entrepreneurs. Tous participent à des degrés différents à la circulation et à l'extraction des dépouilles humains. Ils convergent vers une même logique, produire des savoirs sur les populations colonisées pour les identifier, les classifier et les administrer. Le musée de Tervuren fonctionne alors comme un lieu de centralisation des classements et de production de savoir, tandis que l'État colonial facilite sa circulation au sein des réseaux administratifs, médicaux et scientifiques. La deuxième partie présente les trajectoires issues des collections AA.
L'objectif est une lecture transversale des différentes trajectoires et pas une lecture exhaustive de chaque cas d'étude, justement parce que c'est impossible. Mais avant toute chose, je tiens à souligner que mon attention ne se limite pas aux collectionneurs, entre guillemets, mais s'étend également aux personnes non identifiées qui constituent une part importante de ces collections. Dans le cadre du projet HOME, le recours systématique à l'ADN a été déconseillé pour des raisons simples, pour des raisons principales, le risque d'altération matérielle des dépouilles, mais aussi la production de résultats souvent trop larges pour une analyse historique et généalogique. Cela ne signifie pas que l'identification individuelle soit exclue, mais qu'elle ne peut reposer uniquement sur l'approche biomédicale. Elle doit être mise en relation avec d'autres formes de connaissances, les archives personnelles privées et coloniales, les contextes précis de collecte, les récits situés et les mémoires locales, ainsi que les mémoires collectives des communautés. C'est dans cette articulation que prend sens la notion de pluralité des savoirs, non pas comme une addition abstraite de perspectives, mais comme la reconnaissance que ces personnes peuvent être resituées à partir des régimes de connaissances différentes, que ne produisent pas les mêmes formes de vérité ni les mêmes formes de relations. Car l'identité ne se limite pas toujours au biologique, elle s'inscrit aussi dans des registres culturels, sociaux et parfois spirituels. Les dépouilles inconnues ne renvoient donc pas seulement à un manque de données, elles signalent une production historique de l'invisibilité, s'inscrite dans des systèmes d'objectification, mais aussi la possibilité de les recontextualiser autrement à travers ces différents registres de savoir. Commençons par le cas d'étude qui est au centre de mon doctorat. L'administrateur territorial Ferdinand van der Ginste a poursuivi une logique pseudo-scientifique dans l'ancien district du Kwango dans les années d'après-guerre. En 1945 et 1946, plus que 180 dépouilles ont été exhumées à l'ancien district Kwango afin de tester une hypothèse raciale en mobilisant des critères de suture crânienne, notamment l'ossement Inca. Vous voyez aussi un document ici attestant de l'accord du gouverneur général Pierre Reikmans, qui insiste aussi à être assez discrète pour ne pas évoquer des réactions de la population locale. Et vous voyez aussi l'ancien greffier de Van der Ginste, Papa Bruno Kembokombo, que j'ai pu rencontrer à Féchy en 2022 et qui a témoigné sur sa contribution aux exhumations, mais d'une façon très ambivalente, avec beaucoup d'émotions. L'hypothèse de Van der Ginste évoquait un lien supposé entre l'os Inca, voire la taille du crâne et l'intelligence chez les Basuku. Les mémoires Suku montrent que ces catégories racialisantes ont circulé durablement et continuent d'agir au sein des représentations collectives des communautés Suku aujourd'hui. Après ce premier cas d'étude situé au Kwango, je propose pas multiplier les exemples, mais plutôt mettre en évidence une logique un peu plus transversale, ce qui nous manque parfois dans ce débat. Ce que montrent ces cas, c'est que la production de savoir anthropologique ne repose pas sur un seul type d'acteur, ni sur un seul moment colonial. Elle s'inscrit dans des configurations variables entre l'administration, les médecins, les missions scientifiques, le terrain, les militaires et même les missionnaires. C'est dans cette perspective que s'ouvrent les trajectoires suivantes. Avec Armand Utero, on est dans l'Ouélé entre 1911 et 1913. Ancien militaire devenu explorateur et ethnographe, il suit une trajectoire qui relie directement l'expansion coloniale à la collecte scientifique. Il dirige une grande mission pour le musée du Congo à l'époque, donc l'EMRAC aujourd'hui, l'Africa Museum aujourd'hui, pour contribuer aux collections, une grande sous-collection de 8000 objets ethnographiques, qui a été d'ailleurs très bien documentée au musée de Tervuren. Bon, très bien, c'est relatif, mais je veux dire qui a été déjà étudié et documenté à Tervuren. Ce qui est complètement inconnu, par contre, c'est que cette mission a aussi compris également l'apport de 12 crânes, un squelette, des ossements et des dents, collectés dans une logique de documentation des populations locales. Il est à noter qu'il existe des localisations très précises de crânes qui pourraient, au moyen de passage sur le terrain
ou mission ou enquête de terrain, si on veut, aider à identifier des communautés ou leurs descendants. Par exemple, il y a la mention de Memili, des Memili des Azande, qui semble très probablement être un nom propre et non une simple catégorie. Avec Marcel Maanhout, administrateur territorial actif à Irumi en Ituri, dans les années 1930, on observe sa réponse directe, la réponse directe d'un administrateur territorial à une demande scientifique du médecin colonial Joseph Chadin concernant des mesures anthropométriques. Cela se produit dans un contexte où une attention anthropologique particulière est portée à certaines populations, désignées comme pygmées, une classification coloniale problématique aujourd'hui. Ce cas, il est particulier, car plusieurs personnes issues des communautés forestières Mbuti de la région d'Irumu sont mentionnées dans les archives, notamment Bene, Amakeo, Apayembe et Baïté. Ces noms constituent des traces importantes, car ils ouvrent des pistes vers des processus sociétaux envisageables, et ainsi des recherches au-delà des archives, vers les mémoires locales et les descendants. Après, nous avons Lidio Cipriani, qui faisait partie de l'école anthropométrique sous le fascisme italien. Il s'est consacré à l'étude systématique des crânes et des autres parties du corps humain. Il a mené 3 expéditions en Afrique et en 1936, il fait un don au musée de Tervuren de 32 moulages faciaux qu'il avait réalisés à l'est du Congo dans les années 30. Avec Friedrich Hautmann, qui envoie un médecin autrichien qui était actif aussi dans les réseaux coloniaux, notamment à Walungu, au sud Kivu, aux années 30, et qui a aussi entretenu des bonnes relations avec les conservateurs au musée de Tervuren pendant une très longue période, et qui donne en fait entre 1939 et 1940, il transmet 2 crânes, 4 fœtus sur l'eau dure et une main amputée d'un enfant blessé lors d'une attaque de gorille. Ce qui montre à quel point les frontières entre la pratique médicale et la collecte scientifique sont devenues poreuses dans ces contextes. Enfin, avec Olga Bohne, on voit une géographe de formation et une des premières femmes chercheuses au musée du Congo belge. Et là, on voit aussi que dans les années 50, ces pratiques se prolongent jusqu'aux dernières années de la période coloniale. Lors d'une mission au Congo entre 1948 et 1949, elle reçoit des crânes à Coquillaville, aujourd'hui Mbandaka, via des réseaux administratifs coloniaux, dans des circonstances aussi peu documentées. Et en 1951, elle transmet un crâne et des fragments crâniens aux collections AA. Ceci a aussi été fait en toute discrétion, pratiquement aucune source archivistique des correspondances au musée ne fait référence à ce don. Voilà, c'est ce que j'ai constaté dans les archives. Ce qui relie ces trajectoires, c'est leur inscription dans un même système colonial de production de savoir, fondé sur l'extraction, la circulation et la transformation de ces corps en objets de science. Cette 3e partie propose un regard rétrospectif sur les politiques institutionnelles et les débats autour des collections des dépouilles humaines issues du contexte colonial en Belgique. Pendant plusieurs décennies, ces collections sont restées largement en marge des débats publics et des politiques institutionnelles. Leur présence est restée silencieuse, fragmentée, peu interrogée. Depuis une vingtaine d'années, on observe toutefois une accélération de ces discussions autour de la restitution et de la mémoire coloniale. Cette accélération ne révèle pas seulement une intensification du débat, mais elle révèle aussi pour moi un décalage plus structurel. Les cadres institutionnels actuels peinent à saisir la complexité des circulations, des acteurs et des relations impliquées par rapport à ces collections. C'est dans ce décalage que s'inscrit l'approche que j'aimerais partager, qui est plutôt une lecture relationnelle des recherches de provenance, si on veut. L'objectif de cette chronologie n'est pas d'inventarier les initiatives, mais de montrer comment ces questions émergent progressivement dans l'espace public. Donc, on a en fait déjà vu avec Patrick le timeline et il complète sur beaucoup de points ce timeline, donc il n'est pas du tout exhaustif. Mais je voudrais quand même aussi insister sur le fait que, voilà, peut-être que je vais reprendre
le fait qu'à partir des années 2020, il y a eu aussi ce contexte de Black Lives Matter qui a fait en sorte que la société civile et les diasporas jouent vraiment un rôle structurant en fait, dans les débats sur le passé colonial. Et on voit en ça aussi des réponses plus politiques, des reconnaissances hésitantes politiques, comme la commission parlementaire sur le passé colonial, mais aussi le projet de loi de Thomas Dermine. Et donc, c'est une reconnaissance de ces mobilisations. Cependant, les dépouilles, en fait, ils restent marginales, ce qui maintient en fait une séparation entre les niveaux de débat sur ce passé colonial et toute la question des dépouilles. Et c'est enfin en 2024 et 2025 que plusieurs visites de collections de dépouilles humaines sont organisées ici même, facilitées et poussées surtout par Maman Letty Babin d'AfriCope, et ainsi que la tenue de cette journée d'études aujourd'hui. Ce que cette chronologie met en évidence, ce n'est pas une progression linéaire, mais une circulation aussi fragmentée des savoirs aussi, et des acteurs et des différentes positions. Et c'est cette fragmentation qui ouvre pour moi la voie vers cette approche relationnelle. Et je vais conclure, désolée. J'insiste à dire que la recherche de provenance reste indispensable face à des collections aussi complexes, mais elle atteint ses limites lorsqu'elle est pensée uniquement comme un exercice documentaire ou archivistique, avec souvent encore une articulation trop limitée au terrain et aux collaborations situées en République démocratique du Congo. Même si les projets que les collègues qu'on va entendre aujourd'hui prouvent le contraire, je pense que ce sont encore les exceptions sur la règle. Cette limite tient aussi au statut des archives coloniales elles-mêmes. Elles ne constituent pas un accès neutre au passé, mais en sont déjà une production inscrite dans les catégories et rapports de pouvoir de leur époque. Une approche relationnelle consiste alors à déplacer la question, ne plus demander uniquement d'où viennent ces dépouilles, qui les a amenées, mais aussi quelles relations continuent-elles à produire aujourd'hui. Cela implique d'élargir les sources et de reconnaître la pluralité des registres de savoir en intégrant les relations comme partie intégrante de la production des connaissances. Et donc aussi être vraiment considératif pour ces connaissances, vis-à-vis de ces connaissances. Dans cette perspective, la recherche ne peut être pensée comme un processus unilatéral, mais comme un espace partagé de production de sens. C'est dans ce cadre que s'inscrit la suite de cette session avec les interventions des collègues congolais travaillant sur le terrain à partir de différentes dimensions. Et donc, pour terminer, vraiment terminer, j'aimerais revenir à cette image. Cette image est en fait, nous montre une performance de l'artiste et ami Junior Mvunzi, Renaître les ossements, qui a été réalisée ensemble avec l'artiste Audrey Mputu dans l'espace public, à côté, littéralement dans la rue, à côté de l'Académie des Beaux-Arts à Kinshasa en 2022. Elle déplace la question des dépouilles et de la mémoire hors des cadres institutionnels, littéralement, vers la rue et l'espace vécu. Elle rappelle que la mémoire circule aussi ailleurs que dans les institutions, dans des gestes situés, artistiques et collectifs. Je vous remercie de votre attention.